Aujourd'hui, une école à programme officiel français à Djerba est née d'une initiative des parents d'élèves vivant à Djerba. En fait, les valeurs portées par l'école française, qui est basée sur l'ouverture sur le monde et les respects des cultures, ont été autant d'arguments pour ce choix. On a commencé à travailler sur un projet d'école, premièrement parce qu'on avait une demande des sociétés françaises qui souhaitaient une telle école à Brisbane, mais aussi une très forte demande de la communauté locale. En 2015, on a enfin eu l'ouverture de notre première classe avec 25 élèves. Et nous sommes aujourd'hui à peu près 200 élèves. Le projet EFEL vise à créer un programme éducatif français dans le secondaire, dans un établissement qui accueille, aide et intègre les élèves francophones et francophiles dans une scolarité bilingue et biculturelle. Le point de départ de cette aventure est né du constat de l'absence d'un secondaire français à Stuttgart, ressenti par les familles comme un réel manque. International Education Group, que nous appelons également IEG, est un réseau d'établissements scolaires que nous avons créé en 2015. Nous avons commencé par ouvrir des établissements d'enseignement français au Maroc, à Casablanca et à Rabat, qui sont actuellement homologués par le ministère de l'Éducation nationale français. Et une fois notre modèle pleinement établi et performant au Maroc, nous avons décidé de nous engager aux côtés de l'AEFE pour développer l'offre d'enseignement français dans d'autres géographies. Nous allons notamment ouvrir une école française à Amsterdam dès septembre. Nous avons décidé de créer une école pour 3 raisons. Premièrement, parce que nous sommes conscients que l'éducation est un enjeu majeur pour l'avenir de notre monde. Deuxièmement, parce que nous voulons contribuer activement à l'épanouissement de l'enfant. Troisièmement, parce que nous désirons lui offrir un cadre sécurisant et bienveillant. Bonjour, tout d'abord j'aimerais me présenter, je suis Laurent Battu, je suis consultant en éducation, maître de conférences et un des fondateurs de l'école trilingue à Lisbonne. Depuis 2010, depuis plus de 10 ans maintenant, mon associé et ami Frédéric Delaborderie et moi-même avons participé à la création d'une dizaine de structures, dont 2 établissements emblématiques à Londres, le Collège français bilingue de Londres et le lycée Winston Churchill. Et donc, il nous a été très naturel de vouloir répondre à la demande de scolarité française à Lisbonne, et en particulier pour les petites classes, et de nous appliquer les conseils que nous essayons de prodiguer à nos amis fondateurs d'écoles à travers le monde depuis quelques années. Et puis nous croyons vraiment que la scolarisation précoce, la petite enfance, est un élément crucial, voire fondamental pour l'avenir des enfants et pour leur scolarisation, en particulier pour l'apprentissage des langues vivantes. Alors la première difficulté était liée au contexte régional. Alors convaincre cette population, y compris les intellectuels, de l'intérêt de la création d'une école française fut pour nous un défi majeur. En fait, la deuxième difficulté majeure était de convaincre le poste diplomatique de l'importance de ce projet et de son impact non seulement éducatif mais aussi social, et l'inciter pour un accompagnement d'ordre pédagogique dès le début de l'ouverture de l'école. Enfin, la troisième difficulté était d'ordre logistique et financier, et qu'il fallait d'une part mobiliser des fonds propres et trouver un local qui répondait aux normes et aux cahiers de charges du ministère de l'Éducation nationale français, et d'autre part recruter une équipe pédagogique de qualité en tenant compte, bien entendu, de nos moyens qui sont limités. Alors, la première difficulté, je dirais, qu'on a rencontrée dans notre projet, pour vous donner un exemple concret, ça a été de convaincre les autorités locales. Donc, pendant presque les 2 premières années sur lesquelles on a travaillé sur ce projet, malheureusement, on n'arrivait pas à convaincre les autorités locales. L'une des premières difficultés rencontrées est celle de la légitimité. Beaucoup de personnes sont étonnées de voir qu'un tel projet soit porté par de simples citoyens et non pas par une institution officielle qui, elle, possède d'emblée cette légitimité, facilitant la rencontre avec les acteurs locaux du monde éducatif et du monde entrepreneurial. La deuxième difficulté provient des aspects juridiques et politiques. Créer une école ou un programme éducatif français à l'étranger nécessite de bien prendre en compte les exigences juridiques locales, tout en tenant compte des accords politiques et bilatéraux entre ces pays. La dernière difficulté que nous citerons, et non des moindres, est celle du financement. Créer un établissement scolaire nécessite d'avoir des fonds, ce qui est loin d'être simple, surtout en cette période. Il faut aussi avoir un plan de financement qui assure la pérennité du projet. La principale difficulté, c'est le recrutement des professeurs titulaires. De nombreux établissements sont confrontés au problème du recrutement des enseignants titulaires avant l'obtention de l'homologation, car ils ne peuvent pas être détachés. Même si, grâce à notre réseau
et aux moyens de notre groupe, nous recrutons des enseignants de qualité. Deuxième difficulté majeure, la partie immobilière. Parfois, dans certaines villes où le potentiel est avéré et la demande forte, il est quasi impossible de trouver ou de construire des locaux qui permettent d'être bien placés, de proposer une offre de qualité et de maintenir des tarifs qui sont alignés sur les autres établissements d'enseignement français de la même ville. Alors, la première difficulté qu'on a rencontrée, c'est au niveau du financement. Il est très difficile pour une école nouvelle de trouver des financements lorsqu'il n'existe pas de dispositif de soutien de la part du gouvernement. La deuxième difficulté réside dans la compréhension et l'adaptation au contexte local. Bien entendu, le contexte espagnol est différent du contexte français d'un point de vue administratif, réglementaire et au niveau des normes. La troisième difficulté que nous avons rencontrée est au niveau du recrutement. Bien que nous ayons rencontré des profils très intéressants et désireux de venir enseigner dans notre établissement en Espagne, dans certains cas, malheureusement, cela n'a pas pu se faire parce que les professeurs n'ont pas obtenu leur mise en disponibilité. En fait, il y en a deux majeurs. C'est l'appréciation de l'environnement juridique et réglementaire, les complexités administratives, naviguer avec l'administration locale, c'est très compliqué. Et le deuxième écueil, évidemment, c'est celui de l'immobilier et de la découverte du site, non pas idéal, mais du site que nous recherchions, tant dans sa dimension que dans sa dimension spatiale qu'économique. Alors le soutien majeur était d'ordre diplomatique, avec l'engagement et le soutien infaillible de son Excellence, M. Olivier Port d'Arvor, l'ancien ambassadeur de France en Tunisie. L'ambassadeur a mobilisé les services de l'Institut français en Tunisie pour nous accompagner dès la mise en route du projet, ce qui était une première. Un autre soutien est celui du président de la Fédération des associations des parents des établissements d'enseignement français à l'étranger, M. François Normand, qui nous a prodigué des conseils pertinents. Il s'est même déplacé à Djerba et a rencontré l'équipe pédagogique et les parents délégués. Finalement, le consul honoraire de Djerba, M. Skander Ben Ali, ainsi que Mme Doha Selawi, la directrice générale d'une grande école partenaire à Tunis, qui a bien voulu partager avec nous son expérience de création d'établissements français. Alors, les trois types de soutien, je pense que vous avez besoin, c'est non seulement le soutien du gouvernement local, mais aussi le soutien des autorités françaises, dont l'ambassade de France basée en Australie. Et finalement, vous avez vraiment besoin d'un soutien financier, car malheureusement, sans soutien financier, il est impossible de créer une telle école. Avoir une aide juridique dès le début du projet pour comprendre les exigences régionales allemandes et les exigences françaises. Pouvoir bénéficier d'une expertise sur les systèmes éducatifs allemands et français. Pouvoir bénéficier d'une mise en relation avec des mécènes potentiels pour des sources de financement. Dans le cas de l'école que nous allons ouvrir à Amsterdam, nous avons bénéficié du soutien opérationnel du poste diplomatique, qui nous a aidés à comprendre les dynamiques locales, à manœuvrer dans le pays, à communiquer avec les différentes parties prenantes. L'ambassade a grandement facilité et accéléré notre implantation à Amsterdam. Nous avons également bénéficié de l'accompagnement du service de l'appui et du développement du réseau de l'AEFE à chaque étape du projet. Et enfin, nous avons grandement apprécié le soutien de l'ambassadeur de France aux Pays-Bas et du directeur général de l'AEFE qui n'ont pas hésité à annoncer officiellement à nos côtés le projet et ainsi lui donner de la force et de la légitimité. Alors, le premier soutien serait financier. Il pourrait prendre par exemple la forme d'un prêt à taux zéro ou d'une subvention ou encore d'une garantie de l'État pour obtenir un prêt bancaire. Le deuxième soutien, ce serait la mise à disposition d'une réelle expertise pour décoder les exigences des administrations locales. Et enfin, le troisième soutien serait pendant la phase de pré-homologation. Il s'agirait de pouvoir bénéficier des dispositifs offerts aux établissements homologués, par exemple l'attribution de bourses pour les parents et le référencement de notre établissement pendant cette phase. Le soutien essentiel, ça a été le soutien de juristes et d'avocats. Vraiment, j'insiste, ça vaut le coup d'investir. C'est une grosse dépense, mais il est très important d'être bien entouré pour ne pas faire d'erreurs et perdre beaucoup de temps.
Le deuxième soutien, évidemment, c'est celui des élus, tant au niveau local qu'au niveau national. Il a été important pour nous de faire valider ce projet par les élus. Et le troisième, évidemment, élément absolument crucial, c'est le soutien des services de l'ambassade sur place. Partout où nous sommes allés avec Frédéric, nous avons rencontré les ambassades, les consulats. Voilà, il est important d'avoir ce soutien pour tous les fondateurs, mais aussi plus largement le soutien des services de l'État. Alors tout d'abord, miser sur la qualité. C'est le gage de la réussite. Cela implique d'investir dans la pédagogie en recrutant des enseignants de valeur, même si l'impact financier est majeur et demande bien entendu des sacrifices importants. Deuxième conseil, c'est demander un appui et un soutien des instances françaises dès le début du projet, à l'image du projet Tunisie Pilote, actuellement en vigueur en Tunisie, et qui permet aux établissements sélectionnés d'être accompagnés d'emblée, moyennant des prestations, dans le cadre d'un accord de partenariat avec l'AEFE. J'ajouterai insister sur l'importance de préserver les valeurs et les spécificités culturelles locales dans le projet pédagogique, ce qui fait toute la richesse des écoles françaises du réseau AEFE. Alors mon premier conseil, ce serait prenez-y tôt, parce que ça prend énormément de temps. Si vous voyez notre histoire, on a commencé en 2012 et on a lancé la première classe en 2015. Donc c'est un long projet, de longue haleine, et surtout gardez courage. Et la deuxième chose qui est très importante, comme je vous l'ai mentionné avant, c'est qu'il faut vraiment convaincre les autorités locales et si possible au plus haut niveau. Parce qu'une fois que vous avez leur soutien, ça vous facilite l'entente de votre projet. Du moins, c'est ce que nous, on s'est rendu compte dans le cadre de la création de l'école de Tinga. Un tel projet nécessite d'être passionné et d'avoir un idéal afin d'être porté, car le chemin est long et semé d'embûches. Il faut être disponible, avoir du temps à consacrer et être persévérant. Il ne faut pas non plus hésiter à échanger dès le début avec d'autres créateurs pour gagner en expérience et en perspective. Mon principal conseil, c'est de ne pas rater le démarrage. Cela implique de ne faire aucun compromis sur la qualité, de bien clarifier le projet pédagogique qui sera proposé aux élèves et à leurs familles. Cela implique de recruter la bonne équipe, le bon chef d'établissement, les bons enseignants, qui enclenchera une dynamique positive et qui fera du projet un succès. Nous donnons 2 conseils. Anticiper au maximum, prévoir beaucoup de temps et les moyens nécessaires pour assumer la période de préparation et les imprévus. Associer une double compétence dans l'équipe des porteurs de projet, la compétence éducative et la compétence business. Alors, le premier conseil, c'est de prendre le temps de préparer. La planification est absolument essentielle. Il faut prendre le temps de faire une étude de marché, il faut prendre le temps de se familiariser avec l'environnement réglementaire, juridique, fiscal et le droit du travail. Le recrutement des personnels, ça peut devenir très compliqué. Le deuxième conseil, et ça c'est un conseil, j'imagine qui ne surprendra personne, c'est le choix du directeur ou de la directrice ou du chef d'établissement, si c'est un établissement secondaire, c'est absolument crucial. C'est la voix, c'est le visage de l'établissement, de votre établissement, et c'est celui qui fera l'image de l'école, et c'est aussi celui qui recrutera les personnels. Donc le succès de l'école dépend en grande partie de ce recrutement. Et le troisième conseil, c'est celui d'accepter que créer une école, c'est une aventure qui ne s'arrête pas à l'ouverture de l'école, que c'est quelque chose qui va durer plusieurs années, voire ne jamais s'arrêter. Donc c'est une immense aventure qui commence. Je suis Amr Kamaleddine, je représente un groupe d'investisseurs égyptiens qui possède 6 établissements de 9000 élèves, dont 2 francophones, le premier membre du réseau AEFE, le deuxième homologué par l'éducation nationale égyptienne. En termes de développement, le groupe existe depuis 20 ans. À la rentrée 2019, on a ouvert un nouvel établissement premium anglophone. Et nous avons aussi un futur projet à la nouvelle capitale.
Le rôle des investisseurs égyptiens est de trouver l'équilibre entre leur investissement et la rentabilité pour un service scolaire de qualité. Il faut mettre 300 millions de livres égyptiens pour construire un établissement d'une capacité de 1000 élèves. Mais naturellement, celui qui met 300 millions de livres égyptiens attend un bénéfice de 10% par année et net. Ce qui n'est pas facile du tout, spécialement les 5 premières années. C'est vraiment un point qui limite le développement des établissements français en Égypte. Pour être clair, les frais de scolarité de l'enseignement français ne sont pas tellement élevés pour couvrir les dépenses et les bénéfices qui conviennent à l'investissement mis pour construire ce bâtiment. Et ce qui n'est pas du tout le cas pour les établissements anglophones. Enfin, c'est mon point de vue comme investisseur local pour les établissements à programme français en Égypte. Merci. Good morning, I'm Amr Sigini. I'm the CEO of LVNG Group for Learning Environment. I'm happy to be with you. Actually, we own two different schools, international schools, Lycée Albert Camus and Evolution International School, which we are serving Bac Français and IB. We believe in investing in education. The population in Egypt is increasing every year. We look for investors in Egypt, between Egyptian investors and foreign investors. The return is quite good, and we look for education. It is not only for money profit. It is enhancing the total country, that we will be able to have a good engineering, a good doctors, a good accountants everywhere in every sector. So actually, when we ask for education, we ask for quality. To reach this quality, we should make an institution to train the trainers. And we believe that we should make this joint venture between the Egyptian investors or the Egyptian universities and the French universities to make this institution to train the trainers, and at the end we'll find them a lot of jobs because we are increasing in population. Après maintenant presque 2 ans, comme proviseur du lycée Concordia et comme conseiller du board ISC, au-delà de la dynamique économique en Égypte, et en particulier du secteur de l'enseignement privé international, il m'a semblé que 3 points étaient importants et intéressants à mettre en valeur. Le premier point, c'est l'émergence ou la consolidation de certains groupes par croissance interne, par la construction d'écoles pratiquement chaque année, ou par croissance externe avec le rachat d'écoles existantes. Ce phénomène semblant de plus en plus présent. Deuxième point important, la crise Covid-19 a généré de nouvelles pratiques pédagogiques comme l'hybridation de l'enseignement, comme l'enseignement à distance. Et parallèlement à ça, on voit de grandes présences de start-up dans le monde de l'éducation et qui offrent des alternatives nouvelles. Ces alternatives seront peut-être en rupture, soit sur le plan financier, comment payer l'école, et deuxième élément, peut-être d'un point de vue éducatif et pédagogique. Mais dans tous les cas, de nombreuses familles égyptiennes sont aujourd'hui disposées à regarder les choses autrement et à faire de nouveaux pas en ce qui concerne l'enseignement. Troisième point et dernier que je présenterai est autour de la nouvelle capitale. La nouvelle capitale a été conçue sur le principe de ville intelligente. Aujourd'hui, certains acteurs éducatifs imaginent des écoles particulières parce que on est dans une ville intelligente. Et donc, on voit un nouveau rapport entre la cité et les écoles dans ce cadre nouveau. Et là encore, l'Égypte sera peut-être précurseur ou expérimental de certaines initiatives. Voilà ce que je voulais mettre en valeur sur mon expérience égyptienne, et j'espère que ces éléments auront pu contribuer à ce colloque sur le développement de l'enseignement français à l'étranger. Merci, Madame la députée.